Et maintenant, pour terminer, tout en beauté et en poésie, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'autrice Gabrielle Filto-Shiba, qui est également traductrice, artiste en art visuel. Elle était venue d'ailleurs à notre rencontre après la sortie de son roman Exa en 2023. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec elle pour son plus récent recueil de poésie, La robe en feu, paru aux éditions XYZ. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Très heureuse de t'avoir en studio cette fois-ci avec nous. Moi aussi. Et là, évidemment, il s'agit de tes livres pour le comprendre avec certitude. J'aimerais ça que tu décrives en quelques mots ton rapport à la nature. Bon, moi, je suis née à Montréal. Alors, partir en forêt, ça a vraiment été une quête de sens dans le début vingtaine, dans un premier temps, mais aussi d'éveil des sens. Donc, du Kamouraska au bord d'une rivière aux montagnes dans les Laurentides et maintenant en Estrie, au bord d'un marais protégé. La nature m'apprend l'humilité, l'empathie. C'est vraiment au cœur de ma démarche artistique aujourd'hui. Oui, assurément. Là, c'est partout dans tes livres. Ce n'est imprégné que de ce sentiment-là qui transparaît magnifiquement. Et t'es présentée comme étant une autrice écoféministe. C'est un mot qui peut être intimidant quand on le nomme à haute voix, surtout pour des personnes qui sont peut-être moins familières avec ce concept-là. Ça veut dire quoi pour toi, être écoféministe, surtout en ce moment? Mais d'abord, c'est un compliment. Être écoféministe, c'est incarner la douceur, la lenteur, le soin, œuvrer à ce que la nature et les femmes soient moins violentées. La clé, je pense, c'est la sororité. Hein, puis le soin personnel, il faut partir de soi, il faut prendre soin de soi, de son corps d'abord, et ensuite les gens qu'on aime autour, on rayonne. Hein, quand on se met à aller bien, quand on est reposé, quand on se sent accompli, on rayonne, puis ça rayonne jusque sur l'habitat. Je pense qu'on a besoin de cette énergie-là pour mener à bien toutes nos luttes. Oui, c'est une belle description de l'écoféminisme. Par curiosité, est-ce que tu t'es toujours sentie comme telle, même avant que ce soit mis dans ces mots-là? Est-ce que pour toi, ça a toujours résonné avec toi? Bien, avant que le terme soit inventé, je pense, parce qu'au début, on entendait surtout éco-blanchiment. Oui, c'est ça. Puis après ça est venu éco-fiction, écoféministe, toutes ces particules-là. Ben avant, je me qualifiais moi-même à la blague de féministe rurale parce que quand j'ai publié mon premier roman en cabané, j'avais beaucoup d'autodérision dans ma démarche d'être une fille d'une féministe carriériste et pourtant d'avoir choisi un retour à la terre, puis peut-être même un recul en arrière pour certaines personnes pensaient que d'aller vivre sans eau, sans électricité, c'était rejeter peut-être un héritage féministe que j'aurais dû aller vouloir dépasser. En fait, les femmes de la génération précédente et m'investir dans le milieu plutôt professionnel. Non, moi, j'avais envie d'un retour à la terre. Puis c'est ça, mon féminisme, c'est celui du choix. Hein? Oui. Et moi, je veux vivre en forêt. Je vois ça comme une avancée. Oui, c'est beau de le voir effectivement comme une avancée, surtout d'avoir le choix. C'est quelque chose d'important que tu nommes parce qu'être féministe, ça peut se faire de multiples manières. Mais je comprends effectivement cette dualité avec le sentiment de recul peut-être pour certaines féministes engagées là, qui se disent « Mais non, mais il faut continuer de pousser pour plus, il faut continuer de pousser vers l'avant. » Et le choix en est un aspect essentiel au féminisme. Dans ton recueil de poésie, La robe en feu, dont il est question aujourd'hui, là, je le dis dans mes mots à moi, là, en toute humilité, ça rend absolument pas justice à l'œuvre en tant que telle, mais on sent la femme qui évolue, qui se libère de ses prisons, qui se laisse être la sorcière, la mère, la femme entière qui vit pleinement, peu importe les jugements extérieurs ou même intérieurs qui viennent avec ça. C'est une écriture concentrée, personnelle, évidemment très intime. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion, l'envie de t'ouvrir comme ça à ton lectorat à travers ta poésie? Ben, je me sens aimée. J'ai plus peur du rejet. C'est un grand luxe quand on est un artiste. Je suis lue dans une dizaine de pays maintenant. J'ai des centaines de milliers de lecteurs et qui sont fidèles à mon œuvre de livre en livre. Je me sens portée. Puis j'ai envie de leur écrire toute la vérité. De plus en plus. Je m'éloigne de la fiction, je suis plus dans la confidence. C'est peut-être l'âge aussi, il y a une forme de transmission, mais j'ai envie de dire ce qui m'est arrivé, les drames que j'ai vécus, auxquels j'ai survécu. Et je suis certaine que ça peut inspirer des femmes et des jeunes femmes
à s'émanciper, à fuir quand il faut fuir, puis à se reconstruire de la plus belle façon. Et tu dis là que le contexte actuel dans ta carrière d'autrice, notamment, te donne cette liberté-là, te permet de te déposer en confiance auprès de tes lecteurs. Oui, parce qu'au début, quand j'écrivais, c'était un acte très solitaire. Là. Bon, c'est un manuscrit toute seule dans ma cabane, dans ma forêt. Mais là, je suis allée à la rencontre de mes lecteurs. Je viens de terminer une tournée d'1 an. Je suis allée 8 fois en Europe. Je suis désolée pour mon empreinte carbone, mais mes éditeurs me disent « Ouais, mais ton empreinte dans la vie des gens, les transformations que ça initie, ça, c'est pas rien. Mais écrire de la poésie comme ça, c'est un art de confidence, mais c'est une mise à nu. C'est vraiment une mise à nu. La robe en feu, je me suis imaginée comme la forêt qui est dépouillée de son couvert forestier, comme la sorcière qui brûle sur un bûcher. Elle perd sa robe à un certain moment, puis elle est vulnérable. Son corps est à la vue de tous. Oui. Et ça va. Et ça va parce qu'on monte nos blessures, puis on les arbore, puis après ça devient comme nos marques de guerrière. Donc, c'est ça, la robe en feu. Je monte mes marques de guerrière. C'est beau. Dit comme ça, puis en introduction du livre ou dans ce recueil, ça indique que ça fait écho à ton recueil précédent, La forêt barbelée. De quelle manière tu trouves que ça se répond ou de quelle manière... c'est ça, ces deux œuvres se font écho. On sent la différence, évidemment, dans l'écriture, dans la façon dont tu te livres, jusqu'où tu vas aussi dans cette ouverture à ton lectorat. Mais pour toi, si tu avais une image autour de ça, ça serait quoi? Dans la forêt barbelée, c'est plutôt une forêt d'épinettes blanches, de cèdre, de pin blanc. Puis dans la robe en feu, ce sont les forêts plus d'Estrie, où j'habite aujourd'hui. Elles se répondent. Puis ce qui me vient, c'est que j'ai grandi avec ces forêts-là. En fait, on a un siècle, hein? On a 100 ans pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les arbres ont une plus longue espérance de vie. Mais en racontant mes drames, ce que j'en fais de l'art qui guérit les autres, qui vivent des drames similaires, bien, j'ai l'impression de faire de la haute sorcellerie. Rien de moins. Là, on est au mois d'octobre. Je peux parler de ma fête préférée. Mon écriture, c'est une sorte d'incantation, à la fois très intime, mais aussi altruiste, parce que je crois au pouvoir de transformation de la fiction en tant qu'exercice d'empathie. Mais aussi parce que ça brise l'isolement des plus marginales d'entre nous. Donc, c'est un appel à la sororité aussi. Et justement, là, tu le dis quand même, on est dans le feu qui consume, qui brûle pour laisser renaître, dans les souffrances qui sont des pierres d'assises de transformation dans nos vies. Ça inspire assurément des personnes qui lisent, qui te lisent, ces espaces de transformation parce qu'on s'autorise difficilement à vivre ça en collectivité. On le vit souvent tout seul, on pense nos plaies tout seul, on lèche nos plaies tout seul, on a plus de difficultés, je trouve, à connecter à travers ces souffrances-là. Et en te lisant, je sens que tu es toujours très sensible et à l'écoute des cycles, des phases de l'existence, de ton existence. Qu'est-ce que tu dirais qui te porte dans ton écriture à travers tout ça? C'est l'amour. C'est l'amour de l'autre. C'est la confiance aussi que on a le temps, on a l'intelligence, on a le collectif, on a plein de façons de vraiment sublimer ce qui nous arrive. Tomber dans la sidération, le stress, l'éco-anxiété, c'est, oui, une posture peut-être temporaire, mais il faut se mettre en action. Et moi, ça m'inspire énormément de savoir qu'aujourd'hui, j'ai des jeunes de 20 ans qui me lisent comme des personnes âgées un peu partout dans le monde, puis qui m'écrivent, puis qui me racontent leur lutte. Et je vois l'effet papillon qu'une œuvre d'art peut créer. Ça me porte. Je me sens comme sur un vent du Sud. Oui, parce que tu dois recevoir des commentaires, je veux dire, au nombre de lecteurs, lectrices que tu as pu rencontrer, notamment à travers cette tournée, mais pas que. Tu dois recevoir des messages incroyables. C'est beaucoup d'amour. Puis des fois, les artistes, on est souvent le mouton noir de notre famille. Puis là, je me rends compte que, mon Dieu, on est beaucoup de moutons noirs sur Terre qui ont envie que les choses aillent mieux, puis qui ont de l'espoir, puis qui ont de l'optimisme à tout casser, puis ça en prend. Donc on peut se rassembler entre moutons noirs. Oui, mes lecteurs me portent, mes lectrices me portent. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des lieux ou des contextes qui t'inspirent plus que d'autres? Justement, tu as voyagé beaucoup, tu as dû écrire en voyageant également, assurément.
Y a-t-il des endroits qui sont plus inspirants pour toi? Moi, la cabane que j'ai habitée dans la forêt du Haut-Kamouraska, elle n'existe plus aujourd'hui, mais elle existe en moi. C'est comme un lieu où, quand je ferme les yeux, je peux très bien m'imaginer être au bord de la rivière ou au bord d'un lac, avec un couple de huards qui percent le silence, puis la nuit, puis l'automne, la couleur orange, la fête des morts. Écrire, c'est aussi faire revivre et parler nos fantômes. J'adore l'heure bleue aussi, entre chien et loup. Là. Ouais. C'est comme un moment liminaire entre la peur et l'émerveillement, là, puis où cette ligne-là rétrécit jusqu'à s'amenuiser, puis jusqu'à se confondre. Puis c'est très riche comme expérience humaine parce que, bon, ça me ramène à l'humilité, l'empathie. Quand on se met en minorité, comme ça, en nature, quand on est entouré d'animaux sauvages, dans la noirceur, on est complètement désarmé, on est à nu. Ouais. Et c'est là aussi que, historiquement, on se racontait des histoires au bord du feu, dans nos cavernes. Oui. Fait que ça, c'est ton espace. Oui, je suis capable de le retrouver en fermant les yeux. Je pense que c'est ce qui me permet de survivre en tournée parce que c'est assez intense. Ça doit être effectivement intense. Là, tu parles d'1 an de tournée à travers l'Europe. Ça a dû être exigeant pour toi, en même temps très vivifiant et nourrissant. Tout ce parcours. Je me rappelle juste du vol du retour. Là, il y a 2-3 semaines, j'avais une pile de courriers de mes lecteurs. Puis je faisais juste déballer une lettre après l'autre avec des cœurs, des fleurs séchées, des poèmes, des manuscrits, des cartes postales, des dessins d'enfants. J'en ai pleuré, là. J'imagine. Puis là, les autres passagers autour ils disent « Mais coudonc, t'es qui, toi? » C'était tous des Québécois qui rentraient à la maison et qui me connaissaient pas. Non, je comprends. J'aime bien avoir ma vie anonyme ici, puis là-bas, recevoir une pluie de lettres d'amour, là, parce que c'est très intense. Oui, oui, c'est sûr. Et tel que mentionné plus tôt, tu as maintenant donc des recueils de poésie, des nouvelles littéraires, des romans, dont le roman de fiction Exa, que j'ai beaucoup aimé, là. Adoré. Même, je l'ai encore beaucoup en moi. Hein. Ouais, il y a peu de livres comme ça. C'est à relire avant l'automne parce que c'est vraiment une histoire de sorcière, puis de sororité, puis de puissance féminine. Tellement, tellement. Je le suggère, toute ton œuvre, en fait. Et là, il y a Louvre en juillet aussi, paru tout récemment aux éditions des Paysages. Tes livres, comme tu l'as dit, ont été réimprimés, certains traduits dans plusieurs langues. C'est vraiment une très belle réussite. On l'a dit, tu voyages aussi pour toute cette œuvre. Est-ce que tu considères que c'est exceptionnel de voir et de voir vivre et voyager tes mots comme ça? Ben oui, c'est une chance immense de vivre de sa plume dans un premier temps, mais de son vivant aussi. La plupart des grands auteurs, c'est plus tard qu'on les découvre. Je suis libre aujourd'hui, c'est grâce à ma famille de lecteurs. J'ai pas à me stresser sur comment je vais faire pour réparer mon toit qui coule. C'est grâce à mes droits d'auteur. Puis c'est la moindre des choses que j'aille à leur rendre visite souvent. Puis c'est aussi ma façon de prendre le pouls du monde. Parce que le reste du temps, je reste encabanée en forêt pour écrire. Là, je retourne écrire pour tout l'automne, tout l'hiver. Oui, ça va être vraiment savoureux. Oui, j'imagine. Quand même d'aller te déposer à nouveau dans ton espace avec tes repères, puis le calme. Oui. La lenteur aussi de ces moments-là, j'imagine. Et qu'est-ce qui te touche le plus présentement dans ta vie? Qu'est-ce qui te donne espoir, t'apporte de la lumière? Être amoureuse. Être amoureuse. Je pense que j'ai trouvé mon oiseau rare. Je sens mes blessures cicatrisées. J'ai trouvé des amis ES, des amis comme une sororité nouvelle parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Puis là, en Estrie, je me suis fait de nouvelles amies. Puis je pense toujours à mon prochain projet de conservation parce qu'on parlait de droits d'auteur, mais moi, j'aime bien acheter des bouts de forêt, des pans de milieux humides, des versants de montagne. En fait, je suis pas riche, je suis surtout très endettée, mais je me sers de mon capital pour protéger des lieux vulnérables, bloquer des projets de destruction, de coupe à blanc. Donc là, je réfléchis à mon prochain lieu d'action. Oui, à ce plan, c'est un beau plan, je trouve. Et est-ce que tu aimerais nous lire, pour terminer, un extrait de la Robe en feu? Oui, alors c'est le poème qui s'intitule « Robe du soir ». Ma fille dort ferme, telle une clairière ancienne laissée tranquille. Je guette son souffle mielleux,
la grande ours, l'étoile polaire, le chant des sources pleines, celles et ceux qui ont connu la paix des dieux ou leur colère. Je salue les âmes, tous qui osent craquer, soupirer en ces murs, me sens enfin arriver quelque part. J'avance, chair nue dans le noir, la robe en feu. Magnifique. Merci, Gabrielle. Merci, Maude. Donc, je vous suggère, il y a une belle collection là, que vous allez pouvoir trouver chez vos libraires indépendants, commandés en ligne, mais allez vous chercher La robe en feu. Là, c'est une belle lecture d'automne aussi, je trouve. Ben, ça traverse les saisons à travers ton livre, mais si vous voulez justement valider peut-être ce feu en vous, ce besoin de conquérir vos blessures, bien, je vous conseille fortement cette magnifique lecture. Encore un grand merci, Gabrielle Filtoshiba, pour ta présence aujourd'hui. Merci pour cette superbe émission que tu mènes si bien. Merci, au plaisir de se retrouver une prochaine fois, avec grand plaisir. Merci.